Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information de Star 21 TV. Les cas de viol persistent en Guinée. Un autre cas s'est produit à Yimbaya Taneri, dans la commune de Matoto. C'est le fils du premier imam qui aurait abusé d'une fille de 14 ans et qui serait à ce jour en état de grossesse de 3 mois. Le délestage du courant dans les quartiers et le gonflement des factures d'électricité se font sentir ces derniers temps en Guinée. Les cris de cœur des citoyens, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et merci de choisir Star 21 TV. Je vous le disais, Amadou Bari, âgé de 42 ans, marié à 2 femmes, fils du premier imam de la mosquée centrale de Yimbaya Taneri, commune de Matoto, est accusé d'avoir violé une fille de 14 ans qui serait à ce jour en état de grossesse de 3 mois. Selon les informations, l'accusé serait mis aux arrêts. Cet acte a créé de la psychose dans le quartier, même si certaines personnes y voient une main noire derrière cette affaire. Alpha Oumar Diallo. Deka, âgé de 14 ans, élève en 10e année, aurait été violé par le fils du premier imam de la grande mosquée de Yimbaya Taneri dans la commune de Matoto, apprécié par les fidèles musulmans du quartier depuis son retour de l'étranger où il a appris à maîtriser le Coran. Amadou Bari aurait commis un acte qui condamne le conseiller de ce quartier. Ce qui s'est passé dans notre mosquée ici est vraiment déplorable. L'acte s'est produit là où les imams tiennent le sermon de vendredi. Normalement, après la prière, la mosquée doit être fermée. Mais si toi tu reviens pour faire autre chose, nous souhaitons qu'il soit mis à l'écart dans les affaires de la mosquée. Sous le choc, nous n'avons pas pu avoir la version de la maman de la victime. Elle a préféré garder le silence sous prétexte qu'elle doit se rendre à la DPJ urgemment. Face à cette recrudescence du viol, cette dame exprime son inquiétude. Nous sommes vraiment dans l'inquiétude de nos jours. Si nous apprenons aujourd'hui que le fils du premier imam de la mosquée de Yimbaya Taneri, qui aurait violé une fille de 14 ans, c'est vraiment inquiétant. Dans cette affaire, si beaucoup de citoyens pointent un doigt accusateur contre le jeune imam, cependant, l'un de ses amis Yoruba balaie d'un revers toutes ces accusations portées à l'encontre d'Amadou Bari. Connaissant l'homme, je suis ébahi. Jusqu'à preuve contraire, je suis ébahi. Et comme vraiment la présomption d'innocence est accordée, je crois, à tout accusé, et pour le moment, les gens vont dire de n'importe quoi là-dessus. Mais moi, je sais quand même, depuis qu'il est revenu des études de la Mauritanie, et les enseignements qu'il est en train de faire, la transparence dans l'enseignement de l'islam, la transparence dans la gestion, surtout de la mosquée de Yimbaya Taneri, et certainement va créer une certaine adversité. C'est clair. Parce qu'il a pu au moins administrer la mosquée de telle sorte que ce que les musulmans donnent à la mosquée soit orienté dans le cadre de la gestion de la mosquée. Selon des indiscrétions, l'arrivée d'Amadou Bari à la tête de la mosquée centrale de Yimbaya Taneri aurait été un grand avantage pour les fidèles musulmans. Mais très malheureusement, son engagement serait très mal perçu par les anciens sages de la mosquée qui n'ont plus la main sur la gestion. La question qui taraude les esprits, c'est pourquoi Deka n'a pas révélé le cas de viol sauf après 3 mois. Était-elle sous pression? Le jeune Amadou Bari est-il sur la sellette? En attendant qu'on trouve des réponses à ces différentes questions, le dossier se trouve au niveau de l'Office de protection des genres et de mœurs.
Toujours dans l'actualité, ces derniers temps, la quasi-totalité des conversations tourne à Conakry autour de l'approvisionnement en électricité des quartiers. Le délestage électrique ainsi que le gonflement des factures se font ressentir un peu partout dans la capitale guinéenne ainsi qu'à l'intérieur du pays. Face à cette situation, ce jeudi, des citoyens ont lancé des cris de cœur. Reportage à Kadiatou Bari et Abdourahmane Bari. Les coupures d'électricité, les fameux délestages, sont devenus récurrents ces derniers temps en Guinée. Une partie de la population vit dans l'obscurité totale. Cette situation ne laisse pas indifférence aux citoyens. Ce problème des courants est difficile. Chez nous, avant l'arrivée de ce président, l'affaire des courants n'était pas stable. Le colonel n'a qu'à nous aider pour le courant, qu'il nous aide à éclairer les parties qui sont sombres. De son côté, Alpha So fustige le gonflement des factures d'électricité. Le courant vient, mais les factures sont gonflées. Si tu payais 200 000 francs avant et que maintenant on t'envoie 500 000 francs, c'est difficile. Nous, on n'a pas encore payé. Ils ont envoyé 390 000 francs. Avant, on payait 90 000 francs. C'est cher. C'est pourquoi on n'a pas payé d'abord. On nous a donné un délai jusqu'au 15 de ce mois. Après, ils viennent couper le courant. Afin de limiter les dégâts dans le secteur de l'énergie et faciliter la vie à la population, ces citoyens lancent des cris de cœur à l'endroit des nouvelles autorités. Bon, pour ne pas qu'il y ait des révoltes maintenant, le conseil que je demande maintenant à l'autorité, là, il faut veiller sur ça. Il faudrait quand même que le ministère de l'électricité s'engage beaucoup maintenant pour ces quartiers aussi, pour ne pas maintenant qu'il y a manque de courant. Et s'il y a manque de courant, là, c'est pas bon. C'est insupportable. Pour l'instant, tout ce que je peux dire maintenant à des citoyens, on doit être calme. Quand il y a la sérénité, il y a le calme, c'est ce qui est mieux. Je demande au gouvernement de nous venir en aide pour revoir la situation du courant et nous aider à diminuer les prix. Au regard de certains observateurs, actuellement, la pénurie est constante. L'obscurité guette et certaines activités sont suspendues aux aléas de la distribution d'énergie. Dans l'actualité, toujours les proches du dépotoir du quartier Dar es Salaam sont exposés à des risques de maladie à cause de la fumée du feu qui brûle les ordures. Face à cette réalité, le coordinateur du collectif pour la délocalisation du dépotoir de Dar es Salaam s'est exprimé sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Mayam Kindibari, Ibrahima Khalil Silla pour le reportage. Une dure vie, c'est ce qui mène aujourd'hui de nombreux habitants du quartier Dar es Salaam dans la commune de Ratoma. L'air environnement est fortement envahi par la fumée qui se dégage régulièrement de la décharge publique située dans cette localité. À cause de cette fumée, nombreux sont les citoyens qui sont exposés à des maladies. Les impacts sont énormes. Nous avons un impact environnemental qui est là. La nature est complètement polluée. Et nous avons un impact sanitaire qui est là. C'est un problème de santé publique qui est là. Il y a environ plus de 2000 ou 3000 personnes qui sont malades. On a déjà diagnostiqué beaucoup de gens dans le quartier. Ils vont faire le diagnostic et on pense qu'ils prennent le tabac, mais c'est l'impact de la fumée. Les gens sont malades à Dar es Salaam. Cependant, les jeunes de ce quartier ont décidé de prendre la situation en main. Mais tout de même, ils lancent un cri de cœur aux nouvelles autorités. La jeunesse elle-même, qu'il a décidé de prendre l'affaire en main pour pouvoir se lever pour qu'on nous aide à délocaliser ce dépotoir. Donc c'est l'action qu'on est en train de mener. Mais puisque nous sommes sous l'autorité de l'État, c'est la raison pour laquelle nous demandons humblement à l'autorité existante maintenant de nous aider à délocaliser ce dépotoir qui constitue un impact nuisible pour la population. Un éboulement d'une montagne d'ordures a coûté la vie à au moins 9 personnes le 22 août 2017 au sein de cette décharge. Un fait aussi étrange qu'anodin qui a suscité une vague d'indignation
au sein de la population guinéenne. Direction à l'intérieur du pays, à l'instar des agents des autres localités du pays, les agents vaccinateurs contre le coronavirus de la préfecture de Kankan tirent le diable par la queue. Depuis bientôt 7 mois, ils travaillent sans salaire. Malgré cette situation, ils sont sur le terrain chaque jour pour vacciner les citoyens de Kankan. Ils appellent les nouvelles autorités du pays à y faire face. Abdoulaye Koyassila depuis le Nabaya. À Kankan, c'est principalement au centre de santé Salamani et celui de Missiran qu'on rencontre ces agents vaccinateurs dévoués à lutter contre le coronavirus. Depuis bientôt 7 mois, ils sont sans salaire. Depuis le mois de carême, on a commencé la vaccination de Covid-19 à Kankan. Un vaccinateur était payé à 100 000 francs par jour. Donc on a fait 10 jours dans le mois. Donc durant les 2 mois là, c'était 20 jours. Donc ils ont payé chaque vaccinateur à 2 millions. Donc depuis ce jour-là, maintenant, du mois de juillet jusqu'à mois de novembre, jusqu'à présent, donc on n'a pas été payé. Les agents vaccinateurs ont été rencontrés le chargé de la vaccination au niveau de la direction préfectorale de la santé et le directeur régional de la santé. Ils ont été informés que le compte bancaire de l'ANSS est gelé par le CNRD. C'est cela qui expliquerait le retard du paiement de leur salaire. La semaine passée, on est allé voir celui qui est chargé de la vaccination à Kankan ici, qui travaille à la DPS, qui s'appelle Dr Touré. On est allé lui voir. Donc lui, il nous a dit que soi-disant que tous les comptes sont gelés pour le moment. Et on est allé voir aussi encore monsieur le DRS, à la DRS. Donc on vient de là-bas comme ça. Donc jusqu'à présent, les gens là, ils ont dit que vraiment que les comptes sont gelés, mais ils vont faire remonter quand même les informations pour qu'on sera payé. Pour terminer, il lance un appel au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de revoir leur situation. Moi, je pense que vraiment, on lance un appel solennel vraiment à monsieur le président, qui est actuellement Mamadi Doumbouya. Donc, il va essayer de voir la situation, parce que vraiment, nous sommes des stagiaires et on n'a pas d'autres moyens vraiment à payer. On apprend des dettes un peu partout, donc vraiment, ça ne va pas du tout pour le moment. Malgré leur situation qu'ils jugent critique, le porte-parole des agents vaccinateurs de Kankan dit qu'il n'envisage pas pour l'instant d'arrêter les travaux. C'était un reportage de notre correspondant basé à Kankan. Toujours en santé, dans ce journal en Afrique subsaharienne, 25 à 96% des femmes utilisent les produits de dépigmentation volontaire. En Guinée, de nombreuses personnes font l'usage de ces produits dans le but d'éclaircir leur peau. Elles font cette pratique sans autant prendre en compte les conséquences néfastes. C'est un reportage de Yayo Moubari et Alpha Omar Diallo. La dépigmentation de la peau est une pratique qui consiste à la destruction de la mélanine, source de la noirceur de la peau. Ce phénomène est présent en Guinée, où des hommes et femmes utilisent ces produits de dépigmentation. Pourtant, elles ne restent pas sans conséquences. Les conséquences sont de deux ordres. Il y a les conséquences locales et puis générales. Localement, il y a l'épaississement de la peau, il y a le chronose, il y a les boutons qui apparaissent encore de plus, il y a l'eczéma, il y a tout un tas de désordres cutanés qui peut survenir pendant ce temps. Alors, ça c'est local. Mais ce qui est encore plus grave, c'est quoi? C'est les complications systémiques générales. Là, c'est l'hypertension artérielle, là, c'est du diabète, là, c'est l'insuffisance rénale. Donc, ça veut dire que la situation est très grave et les conséquences sont locales et puis générales, comme je viens de le dire. Ce phénomène d'éclaircissement de la peau est souvent l'une des causes de mortalité en Afrique noire, d'où l'appel de ce dermatologue à l'endroit de la population. Il faut laisser la peau état normal, ne l'agressez pas, n'utilisez pas les produits cosmétiques, parce que quel que soit le taux de produits cosmétiques que vous mettez sur le corps, vous ne serez jamais blanc, c'est peut-être rouge ou jaune, mais vous ne serez jamais clair, donc là, laissez comme ça. Et si vous voulez trop de boutons, si vous voulez le diabète, si vous voulez l'hypertension artérielle, si vous voulez l'insuffisance rénale qui entraîne facilement la mort, alors utilisez les produits cosmétiques. Sinon, vraiment, si vous ne voulez pas toutes ces pathologies graves là, il vaut mieux essayer d'utiliser les produits cosmétiques qui éclaircissent la peau. D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 47% des femmes africaines se dépigmentent malgré les fortes disparités de tout genre. Suivant le même rapport, 72% des produits dermatologiques vendus seraient des produits éclaircissants.
Sur le marché noir, le taux est beaucoup plus élevé. Sport pour finir, comment sortir le football guinéen dans l'ornière était au centre d'une rencontre entre les responsables des clubs de la division nationale au centre technique de Nongo. Ils invitent les membres du CONOR d'ouvrir une voie de dialogue. Ibrahima Diallo pour le reportage. Au cours de cette rencontre qui a réuni les responsables des clubs de la division nationale, plusieurs points ont été abordés, dont entre autres la crise qui secoue le football guinéen, la mise en place du comité de normalisation. Vous savez que le CONOR est mis en place et il y a eu beaucoup de supputations dans la cité par rapport à la mise en place du CONOR. Et les membres statutaires ne savaient quel sens vouer. Donc il fallait les appeler pour une explication des démarches de la mise en place du CONOR, ce nouveau CONOR qui vient d'être installé au niveau du siège de la Fédération guinéenne de football, pour dire que ce n'est pas des ennemis, c'est des gens qui viennent, comme le nom indique, à la normalisation. En cette période de transition dans le football guinéen, les membres statutaires de la division nationale comptent apporter des touches particulières dans la rédaction des textes qui résistent le football guinéen. La mission fondamentale du CONOR, c'est le toilettage des textes. Donc nous avons aussi des propositions à apporter et dans ce sens, parce que nous sommes dans une période transitoire. Donc il faut apporter de l'aide, surtout que la plupart des membres de ce CONOR ne viennent pas de notre milieu. Donc c'est nous qui devons les aider, et en connaissant tous les problèmes qui assaillent le milieu du football. Pour bon nombre d'observateurs, la Ligue guinéenne de football professionnel et celle amateur doivent rendre le tablier après l'installation du CONOR. Cet acteur précise. Souvent, par aberration, on aime appeler la Ligue l'institution. La Ligue n'est pas une institution. Et encore moins, la Ligue amateur aussi n'est pas une institution. Ce sont des associations. Donc, si aujourd'hui, le comité exécutif est tombé, ce sont les démembrements de la fédération, du comité exécutif de la fédération. Donc, forcément, eux aussi n'existent pas en droit. Mais, faudrait-il créer un vide juridique? Non, il faut qu'il y ait une équipe comme on le voit présentement avec le CONOR, et tout cela, ça va s'apporter par le CONOR, parce que le CONOR va avoir un regard sur la Ligue professionnelle et la Ligue amateur, qui sont les démembrements de la Fédération guinéenne de football. Il invite les membres du comité de normalisation d'ouvrir une voie de dialogue avec les membres statutaires pour décrisper cette crise. C'est ce élément de sport qui met un terme à cette édition d'information à tous. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programmes sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle.